Alors, bon, ben, on va commencer cet entretien. Je suis vraiment très ravi de pouvoir le mener avec vous, Sylvain Lazarus. Et pour le commencement, je veux revenir sur la date phare qui introduit votre œuvre, 68, mai 68, et revenir en fait sur l'objet du premier livre qui a été écrit plusieurs années plus tard, c'est-à-dire en 96, l'anthropologie du nom, et où vous introduisez des catégories de pensée que vous avez déjà travaillées auparavant, euh, principalement les gens pensent, et puis la pensée et rapport du réel. Et avant de vous poser en fait la question sur ces deux catégories et vous demander en fait de les introduire et de nous les expliquer, j'aimerais rapidement donner le contexte de la formulation de ces deux énoncés qui étaient d'abord 68 comme mouvement contestataire majeur qui s'affirme à la fois en lien, mais en même temps à distance des grandes organisations politiques, syndicales, donc principalement le Parti communiste et les syndicats en France. Et en même temps, c'est la période de la guerre froide, et donc bien sûr de toute la question de la rupture sino-soviétique qui est majeure en termes d'impact dans le travail que vous avez mené. Et bien sûr, tout le bilan du stalinisme, toute la question du modèle de développement, et puis bien sûr les luttes politiques qui existent entre les différents fragments de la gauche en Europe, si on peut dire. Donc voilà, il y a cette question de la guerre froide, il y a la question du mouvement, 68, et c'est un peu le contexte général qui a permis en fait cette interlocution et cette formulation de ces deux énoncés, les gens pensent et la pensée et rapport du réel. Donc j'aimerais en fait avoir votre retour sur les conditions et sur le contexte qui vous a mené à penser que les gens pensent, et non seulement les organisations, non seulement les structures. Juste pour commencer sur ta dernière phrase, les gens pensent et pas simplement les organisations et les structures à tenir. Bon. Pour le dire vite et radicalement, je ne pense pas que les organisations pensent. Et la proposition, les gens pensent, c'est la pensée rapport du réel. Cette proposition est polémique d'abord avec une idée majeure, courante, répandue, selon laquelle pour qu'il y ait pensée, il faut qu'il y ait savoir, il faut qu'il y ait connaissance, il faut qu'il y ait science. Voilà. De façon très ouverte. Pour qu'il y ait pensée, il faut qu'il y ait des disciplines comme la philosophie, comme l'histoire, comme l'économie, pour parler des disciplines proches de disciplines qui, sur la question de la politique, ont développé des propositions. Et la proposition des gens pensent est intéressante parce que peu de gens osent formuler l'idée selon laquelle les gens ne penseraient pas parce qu'ils ne savent pas, au sens ils ne sont pas certifiés par les universités, par les instituts, n'ont pas de diplôme. Peu de gens donc oseraient dire les gens ne pensent pas, mais de là à dire les gens pensent, ça ouvre à cette question, qu'est-ce que c'est qu'une pensée
qui n'est pas de l'ordre du savoir au sens académique et institutionnel. Et ça oblige, d'une certaine façon, à réouvrir, pour employer une expression qui m'est chère, qui m'est courante, ça oblige à réouvrir la question de quoi penser, de quoi ce mot est-il le nom? Est-ce qu'il est épuisé par l'assignation académique scientifique, ou bien est-ce qu'on peut envisager le libérer de cette assignation et éventuellement soutenir que du côté des gens, il y a une pensée. S'il y a une pensée du côté des gens, elle est nécessairement absolument autre que la pensée savante, que la pensée académique. Elle est d'un autre ordre. Et j'ai longtemps travaillé sur la question de cet ordre. Par exemple, dans la pensée académique, philosophique comme historienne, la question du vrai, la question de la vérité est assez centrale. J'ai montré à travers un travail de terrain, un travail d'enquête, de très nombreuses enquêtes faites avec des ouvriers, faites avec des ouvriers sans papier, faites avec des paysans, que du côté des gens, la catégorie qui porte, s'il faut trouver le nom de la catégorie qui porte l'opération de pensée, c'est pas celle du vrai, c'est celle du possible. C'est celle du possible en situation. Et bien évidemment, cette catégorie du possible résonne de façon singulière si on pense à l'espace de la politique. Et donc, alors, ce que je raconte, au fond, dans les chronologies du présent, c'est que c'est un long travail d'en arriver là. Parce que j'en arrive là dans les années 85, 90 et 68, c'est presque 2 décennies déjà derrière. Et donc ça pose une autre question qui, je pense, est importante jusqu'à aujourd'hui et importante en regard de la situation actuelle, qui est que quand a lieu ce que j'appelle une grande événementialité, des événements majeurs, février 2011 pour le Maroc, mai 68 pour la France, par exemple. Ces événements posent la question de l'après. Et de l'après au sens de l'après politique. Et c'est une question assez complexe. Parce que d'une part, je soutiens que ces événements n'ont pas de suite. C'est-à-dire, ils se consomment, ils se consument en eux-mêmes. Par contre, il y a un après. Et la grande difficulté, c'est que cet après n'est que pour peu de temps en écho de ce qui a eu lieu. En réalité, l'après se cherche. L'événement ne porte pas la question de son après. À preuve, en 68, les élections de juin 68 sont un triomphe pour le parti de l'ordre, le parti gaulliste, qui a fait toute sa campagne sur la thèse on a frisé, on a été au bord d'une guerre civile organisée par le Parti communiste. Ce qui était une contre-vérité totale. Le Parti communiste était un adversaire absolu de l'esprit de 68. Et il l'a montré pendant 68, et il l'a montré après 68,
en donnant la chasse à tous ceux qu'ils considéraient comme les gauchistes, c'est-à-dire des gens qui proposaient de penser la question du possible, justement, du point des gens, dans un écart total avec ce que proposait le Parti communiste. Et à propos des printemps arabes, j'ai toujours été interpellé par le fait, et amené à réfléchir par le fait qu'il y avait une puissance, un enthousiasme, une unité, un courage aussi, et en même temps pas de proposition sur un gouvernement alternatif. Et je tiens beaucoup à ce point parce que toute une série d'observateurs ou de critiques disaient mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Au-delà, quelles sont leurs propositions? Et moi, je soutenais et je soutiens qu'il n'y avait pas de proposition sur un gouvernement alternatif, parce que la question parce que des propositions sur un gouvernement alternatif ne sont pas formulables aujourd'hui, et d'une certaine façon, qu'il n'y a pas de bonne proposition sur un gouvernement alternatif. C'est-à-dire la question du gouvernement reste non formulée parce qu'elle est entièrement obscure. Il n'y a pas de réponse après l'échec des hypothèses révolutionnaires, après l'échec aussi des hypothèses sur la démocratie parlementaire redistributive, qui donne aujourd'hui des situations où un Trump l'emporte, où un Bolsonaro a dirigé le Brésil, où un Berlusconi a été à la tête de l'Italie, signe de crise. Il n'y a plus aujourd'hui, à la différence d'il y a encore 50 ans, quand moi j'étais étudiant, entre 50 et 60 ans, les deux propositions majeures de la deuxième moitié du XXe siècle, qui étaient soit l'hypothèse d'un parlementarisme redistributeur, la démocratie parlementaire, soit une hypothèse révolutionnaire, ces deux hypothèses-là sont forecloses. Voilà. Alors, j'étais un peu long pour répondre. Et donc, qu'est-ce qui vient après ces mouvements? Demande un travail tout à fait singulier, propre. Il y a à la fois clôture, et il y a à la fois un travail que j'appelle d'un nom un peu technique, saturation, qui consiste à savoir ce qui est venu à finir, à se clôturer. Et quelles conséquences ça ouvre. Par exemple, en 68, en France, j'ai passé une partie du mois de mai dans des usines, sur Paris et la banlieue sud de Paris. Et l'idée que les ouvriers se présentent, manifester une capacité politique sur les questions d'ensemble et de direction d'ensemble des forces populaires, ouvrières et de la jeunesse, c'était une idée qu'on trouvait dans les faits. On était dans les luttes d'usine, avec une tension extrêmement forte entre la CGT, qui prétendait diriger, et les jeunes ouvriers, et une fraction importante des ouvriers dans leur ensemble, qui souhaitaient que le fonctionnement en assemblée générale, délibérative, que ce soit pas uniquement sur les salaires, etc., etc. Et toute la suite de mai 68 montre à l'évidence que l'hypothèse, depuis le 19e, que les ouvriers, en tant que classe, avaient une mission historique de se libérer, et en se libérant de libérant l'humanité, cette hypothèse se trouvait désavouée. L'expérience historique montrait qu'il n'en était rien. Et ça ouvre à une catégorie à laquelle je tiens beaucoup, qui est celle d'expériences conclusives. Il y a des expériences conclusives.
c'est pas simplement la prochaine fois on fera mieux. C'est ça conclut quelque chose. Et dire ce qui vient à être conclu par mai 68, par les printemps arabes, par ce qui se passe en ce moment en Ukraine, par ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, etc., est d'une extrême difficulté. Et demande, après les événements, ces événements majeurs, un travail d'enquête, un travail de discussion, un travail militant, un travail avec les gens, et en même temps, un renouveau, un travail sur ce que j'appelle les nouvelles catégories d'intellectualité. D'ailleurs, je soutiens que la politique relève d'une intellectualité singulière, qui n'est pas celle de l'histoire, qui n'est pas celle de l'économie, et qui est encore moins celle de la philosophie, et que cette intellectualité, et c'est ça ce qui la rend à la fois si importante et si difficile, cette intellectualité est une intellectualité de séquence, de période. Il y a l'intellectualité. Mai 68 en France ouvre une nouvelle séquence d'intellectualité. Les printemps arabes ouvrent une nouvelle séquence d'intellectualité. La guerre en Ukraine, voilà. Et qu'il faut chaque fois se remettre à jour. Le titre un peu inattendu des chronologies du présent consiste à passer en revue une tentative de mise à jour en 2021 d'un engagement militant et politique qui date de 66 et où je prends acte des remises des mises à jour des catégories, des mots sur lesquels ça porte et des pratiques que ça engage. Justement, par rapport justement à cette nouveauté, à ces ruptures, à cette mise à jour, les chronologies du présent, c'est aussi un texte qui ouvre sur des nouvelles catégories, ou en tout cas, c'est un texte dans lequel vous remettez en marche des catégories que vous qui s'adossent également à des événements dans le présent, comme par exemple les Gilets jaunes, comme par exemple les printemps arabes, effectivement, et qui vous permettent aussi de continuer un peu le travail sur l'énoncé les gens pensent à partir du subjectif sans organisation. Donc c'est comme, en tout cas, personnellement, je l'ai lu comme une enquête sur le sujet politique, ce que vous appelez le sujet politique, et quelle est l'actualité de ce sujet politique à partir de au moins deux grandes clôtures, c'est-à-dire l'expérience conclusive du soviétisme, mais avec le soviétisme, toute la question du prolétariat, et donc une interrogation autour de l'œuvre de Karl Marx. Et deuxième grande clôture, c'est, si je peux me permettre, c'est aussi avec le maoïsme, ou avec en fait des phénomènes d'organisation partisane qui a pris comme énoncé la question des masses, ou bien la question du peuple. Vous sortez de ces catégories pour proposer une autre qui est beaucoup plus liée à des questions de l'ordre de l'individu et du subjectif. Et je ne sais pas en fait à quel point le nouveau sujet politique que vous cherchez du côté des Gilets jaunes, des côtés de ce qu'à un moment donné vous avez appelé des phénomènes majoritaires, est-il aujourd'hui encore aujourd'hui, c'est-à-dire dans des temps de guerre, est-il en mesure, en capacité à proposer des politiques autres, surtout quand on voit aujourd'hui en Europe un déni, y compris chez non seulement des organisations, mais dans ce qu'on appelle l'opinion, un déni de la guerre en Ukraine, la guerre menée par les Israéliens en Palestine. Donc, est-ce que la question du nouveau sujet politique tient devant des réalités aussi dures, aussi catastrophiques que la montée du fascisme et la question de la guerre?
Je parlais d'intellectualité de la politique. Et la question de ces catégories. C'est un espace, un domaine de questions assez tendu. C'est pour ça qu'il y a le mot intellectualité. Et même, en même temps très important, parce que je soutiens que si je vous dis il y a une intellectualité de la philosophie, vous me direz c'est clair, qu'il y en ait une de l'économie, entre l'économie libérale, l'économie plus planifiée, etc., c'est évident aussi. Du point de vue de cette intellectualité de la politique, il me semble, je propose de dire, je soutiens, à mon propre endroit, que il y a eu ce que j'appelle les porteurs de la politique, en intellectualité. Le premier grand porteur de la politique en intellectualité, c'est la catégorie de classe sociale, et de leur base économique. Et comme Marx le reconnaît, il n'est pas l'inventeur de la catégorie de classe sociale, mais il est l'inventeur du fait que les ouvriers représentent, les prolétaires représentent la classe d'avenir, et que le ressort historique des rapports de classe, entre exploiteurs et exploités, c'est l'antagonisme, et donc porteur de la révolution. Il y a eu la classe. On regarde la classe comme porteur, la rupture suivante majeure est celle de Lénine, qui soutient que le porteur de la politique n'est pas la classe, mais le parti. Pour aller vite, Marx disait là où il y a des ouvriers socialistes, il y a des communistes, et Lénine dit pas du tout. Là où il y a des ouvriers socialistes, ils peuvent être parfaitement sociodémocrates, c'est-à-dire en fin de compte du côté de la bourgeoisie, syndicaliste, trade unioniste. Pour qu'il y ait porteur de la politique, il faut qu'ils soient armés, il faut que ce soit des révolutionnaires professionnels armés de la science marxiste, de l'histoire, de l'antagonisme et de la lutte des classes. Il faut le parti. Le deuxième porteur de la politique, qui marque toute la fin du 19e et tout le 20e siècle, c'est le parti. J'ai pris Marx, j'ai soutenu il y a très longtemps que dans la Révolution française, le porteur de la politique, c'était la révolution elle-même. La catégorie de révolution dans la Révolution française. Ma propre expérience de militant et l'expérience globale m'amène à la conviction que la forme parti, elle est complètement désuète, elle est étatique, ça donne le parti-État terroriste en Union soviétique, en Chine, etc. Et je propose comme nouvelle catégorie d'intellectualité, comme nouveau porteur, ce que j'appelle le sujet politique, qui correspond à la situation contemporaine, au moins en France, et je pense en Europe, au-delà, où chacun est à son compte. Chacun est à son compte, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des mouvements d'ensemble, avec des jeunes, des moins jeunes, des chômeurs, des non-chômeurs, des gens âgés, etc. Mais ils sont là, chacun dans un compte personnel, et que dans cette situation-là, la question, chacun à son compte, le rapport à l'État, c'est-à-dire le fait qu'il y ait de l'État d'un côté, mais qu'on y souscrit, qu'on y participe, ou qu'on se tienne à distance, est déterminant. Voilà. Donc, la proposition du sujet politique, elle s'argumente de la clôture
des anciens porteurs de la politique et du fait que la réalité y correspond entièrement. Il y a des expériences conclusives là-dessus. La question de la conjoncture, de ce que j'appelle les interpellations de la conjoncture, est un autre registre. Tu as parlé de la guerre en Ukraine, tu as parlé de la guerre au Moyen-Orient, ce sont deux convocations majeures et dramatiques. Sur la question ukrainienne, depuis le début, ma conviction est qu'il y a une guerre de résistance nationale tout à fait singulière, tout à fait nouvelle, puissante, inventive des Ukrainiens, et que, au moins en ce qui concerne l'opinion française, une partie de l'opinion européenne, il y a un déni de la situation de guerre extrêmement préoccupant et gravissime. La politique de Poutine, c'est la guerre. On l'a vu en Tchétchénie, on l'a vu en Syrie, on l'a vu avec les groupes Wagner en Afrique, on l'a vu en Ukraine. Et on sait que quand la politique d'un État est menée par des gens dont le registre de pratique et de propagande est la guerre, qu'il n'y a que la guerre qui arrête la guerre. Voilà. Et en France, il y a un déni d'opinion absolu là-dessus, avec cette tradition française que je trouve extrêmement inquiétante, qui est que on fait de la question sociale le support de la question nationale. La France, c'est la Sécu, l'école publique, l'hôpital public. D'abord, l'hôpital public et l'école publique sont dévastés. Et deuxièmement, la question nationale, c'est la question de la guerre et de la paix. Et ne pas reconnaître le bien fondé absolu de la résistance ukrainienne, de la guerre nationale ukrainienne, et de la nécessité d'en être, de trouver les moyens d'être de ce côté-là, préfigure des phénomènes qu'on voit bien, c'est-à-dire le fait que bon, c'est un autre registre. Quant à la question du Moyen-Orient, elle est lancinante, redoutable, désastreuse. On ne peut être que... Et moi, et que la suite sera du même ordre. Il faut y répondre. Mais la suite sera du même ordre. Dans la situation actuelle. Et donc, pour finir sur ce point, là, il y a le registre de l'intellectualité de la politique, et il y a le registre des interpellations de la conjoncture, qui sont pas les mêmes, qui sont les mêmes au niveau international, mais qui au niveau national ne sont pas les mêmes. Et il s'agit à la fois de les articuler et de les traiter chacune dans leur élément propre. Vous pouvez revenir, mais vraiment très très rapidement sur la question de la rupture, la question des clôtures, mais plutôt dans un débat d'ordre académique, puisque le vis-à-vis de votre proposition, c'est la question de l'historicisme. Et pourquoi j'évoque ici au Maroc cette question? Parce qu'elle a traversé en réalité la philosophie. En fait, c'est une des questions centrales des philosophes et des historiens marocains et maghrébins de ces derniers temps par rapport à la question de la modernité. Est-ce qu'il faudrait des ruptures ou bien est-ce qu'il faudrait une continuité avec l'histoire propre arabo-musulmane. Donc, en fait, c'est la question de l'historicisme qui propose en réalité des continuités et qui propose en fait un mimétisme par rapport à des expériences. Et pour nous ici, le mimétisme proposé, c'est bien sûr avec l'expérience occidentale. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur la question de la rupture dans son vis-à-vis historicisme et aussi dans le cadre d'autres propositions
philosophiques à votre avis, est-ce qu'ils ont une conscience de la politique ou non, comme celle de Michel Foucault par rapport à la question des épistémies, les épistémies chez Foucault qui renvoie à cette notion de rupture, mais à l'intérieur de la philosophie et de l'histoire des concepts. Donc, je ne sais pas si la question est claire, mais en tout cas, la rupture que vous convoquez a aussi un lien avec ce débat philosophique en fin de compte, et non seulement les expériences politiques conclusives. Il y a deux ordres en ce qui me concerne, sur l'expérience que j'en ai. Il y a deux ordres de questionnement. Il y a le premier qui concerne la clôture. Par exemple, dans mon expérience personnelle, la clôture du léninisme. La clôture du léninisme, c'est la clôture de la catégorie de parti, et c'est la clôture de la dialectique du spontané et du conscient. Mais, dans un premier temps, j'étais convaincu qu'il fallait clore le léninisme et, dans un deuxième temps, se poser la question, poser le problème de savoir qu'est-ce que la clôture du léninisme me laissait comme question ouverte. C'est-à-dire, le léninisme avait proposé des thèses, des propositions sur un certain nombre de questions. Si je clôturais le léninisme, je devais reprendre ces questions éventuellement autrement, mais elles me revenaient. Par exemple, la dialectique du spontané et du conscient. C'est une des thèses majeures de Koeffer, 1901-1902. Spontanément, les gens, les ouvriers, les gens, il y a une rupture entre le spontané et le conscient. Si on n'est plus dans la théorie du parti et de la science et du marxisme et du léninisme, il ne s'agit pas de proposer une autre réponse à la question du spontané et du conscient, mais de montrer que autrement on la traite. C'est la problématique du subjectif. Et donc, il y a deux ordres, c'est là où je parlais du travail de saturation de la clôture, c'est-à-dire, tu parlais de Foucault. Foucault, dans ces nombreux entretiens, interviews, textes des premières années, enfin jusqu'en 70 à peu près, rappelle que dans sa formation, il a rompu avec le marxisme et il a rompu avec la phénoménologie. Voilà. Mais il développe, chaque fois il va reprendre, rompre avec le marxisme, c'est rompre avec quoi? Au profit de quoi? Rompre avec la phénoménologie, c'est rompre avec quoi? Au profit de... Il ne s'agit pas simplement de dire je romps avec Marx. Il veut une position critique à la recherche de la vérité et des mises à jour des relations de pouvoir sur la folie, sur les fous, sur les prisonniers, sur l'invention de la police sous la royauté, etc., etc. Et ça, c'est rompre avec les... Alors, il y a un débat avec les historiens, il y a un débat avec les historicismes. Moi-même, j'avais un débat avec Marc Bloch, pour qui j'ai une très vive et
très ancienne admiration sur le fait qu'il dit le passé éclaire le présent éclaire le passé. Il dira un peu autre chose que ce qu'il disait dans Apologie pour l'histoire dans d'autres textes. Ce que je soutiens, c'est que c'est l'intellectualité du présent qui déploie celle du passé. Et dans les chronologies, je me suis livré à l'exercice de prendre 68, l'analyse de 68, en 69, quand on avait créé une première organisation, au moment de l'anthropologie du nom, en 96, en 2008, et ce que j'en disais aujourd'hui, hein, quand je l'ai écrit, c'est-à-dire en 2021. Quand je l'écris avec Claire Nioche. Et chaque fois, c'était autre chose. Ce qui manifestait bien que le rapport sur 68, le sens de 68, était absolument adossé à la caractérisation de la conjoncture actuelle. Et ça, c'est un point majeur. Merci beaucoup, Sylvain, de ces éclaircissements et nous continuerons la discussion.